Bonsoir tout le monde. C'est chouette d'être là. Et puis, je suis très content aussi de pouvoir vous parler de ce thème Genesis, qui est un thème que j'ai assez peu abordé. Je crois que je l'ai abordé qu'une seule fois en conférence avant ce soir. Nous animions, mon épouse et moi, une retraite de 7 jours qui s'appelait Genesis, 7 jours pour se recréer. Qu'on n'a pas animé l'année dernière, peut-être qu'on va recommencer. Donc ce dont je vais vous parler ce soir est quelque chose qui ne se trouve pratiquement pas dans mes livres, qui n'est pas encore non plus en vidéo, donc je suis très content qu'en plus Gabin et son équipe filment ce soir. Et Genesis, c'est la structure fondamentale qui sous-tend en fait l'ensemble de ce que je fais depuis des années, à commencer, comme on le verra, par mon travail sur le pardon. Alors, je me suis rendu compte avec presque un choc que ça faisait 40 ans cette année que j'étais tombé dans la marmite du développement personnel et de la spiritualité, parce que c'était l'année de mes 17 ans, je suis parti 1 an aux États-Unis, et là-bas j'ai découvert mes premiers livres de développement personnel, puis de spiritualité. Donc ça a commencé tôt. Et j'ai toujours tissé ces deux fils, spiritualité d'un côté, développement personnel de l'autre, parce que je pense qu'ils sont éminemment complémentaires. Il y a une époque pas si lointaine où ça se faisait un peu la guéguerre. Vous aviez ceux qui étaient dans la spiritualité, puis qui, avec presque un peu de condescendance, disaient « mais quand on suit un chemin spirituel, on n'a pas besoin de faire du travail psy et tout ça ». Puis vous aviez ceux qui étaient à fond dans le travail psy, puis qui disaient « ouais, mais tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, ces trucs soi-disant spirituels, c'est de la fuite, c'est le refus de regarder les choses en face ». Et ce que je trouve joli, c'est qu'en fait, petit à petit, eh bien, ces deux univers se rencontrent de plus en plus et qu'on se rend compte qu'ils sont en fait éminemment complémentaires. Donc moi, c'est comme ça que je les ai tissés ensemble. Et puis, j'avais une curiosité insatiable qui m'a fait aller m'intéresser aux spiritualités d'à peu près les 5 continents. J'ai grandi dans le christianisme, mais j'en suis sorti à 16 ans en claquant la porte de l'église pour aller voir côté bouddhisme tibétain, soufisme, taoïsme, hindouisme, etc. Et puis au fil des ans, ce qui m'intéressait, c'est de voir, mais est-ce qu'il y a certains éléments finalement communs derrière cette incroyable diversité d'approches et de voies qu'il y a? Comment est-ce qu'on peut arriver à donner sens à tout ce qui existe? Et ce que je vais vous partager avec vous ce soir, Genesis, c'est une structure archétypale. Alors c'est un nom qui peut paraître un peu compliqué. Une structure première dont on va se rendre compte qu'elle est non seulement inscrite dans notre propre humanité, mais qu'on va la retrouver dans des choses aussi diverses que les groupes sanguins, que les 4 accords toltèques, que la Bible, d'où son nom, Genesis. Genesis en grec, c'est la Genèse. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là plutôt que Genèse ? Parce que Genesis, ça a 7 lettres, alors que Genèse, ça n'en a que 6. Donc j'ai préféré prendre le mot grec qui reflétait davantage ce texte archétypal par lequel commence la Bible, qui est un texte pour moi absolument extraordinaire, mais qui fait souvent l'objet de 2 interprétations avec lesquelles moi j'ai du mal. Vous avez d'un côté ceux qui prennent les choses littéralement, au pied de la lettre. Le bon Dieu, il a créé le monde comme ceci en 6 jours, etc. à l'époque, et n'en démorde pas. Voilà, ça donne les créationnistes dans la version américaine. Puis vous avez d'un autre côté les gens qui sont alors pour une démarche rationnelle, scientifique, et là, tout ça, c'est des conneries d'avant les Lumières, tout ça, c'est des contes pour enfants, ça ne vaut pas tripette. Et ce qui fait que d'un côté comme de l'autre, eh bien, on passe à côté de ce qu'il y a dans un texte comme ça. La plupart des grands textes sacrés, ça va aussi bien pour l'Ancien Testament que le Nouveau, que pour les Upanishads ou des textes d'autres traditions, sont des textes symboliques. Et donc, si on les lit au premier degré, on passe à côté de la richesse. Si on a quelques clés qui sont des clés finalement très simples, bien tout d'un coup, on a tout un univers qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Et moi, ce qui m'avait fasciné, c'était de découvrir, c'était dans les années 92-93, tout d'un coup, cette structure inscrite dans ce texte, et puis de voir qu'elle donnait du sens, qu'elle donnait de la cohérence à ce que nous sommes, à ce que nous vivons, où nous venons, où nous allons. La question du sens, pour moi, est une question essentielle. C'est pour ça que dans le texte qui présente la conférence de ce soir, j'ai commencé par parler de ça, en disant qu'on vit dans une société qui a une grave crise de sens.
Et je pense que les éléments que j'aimerais partager avec vous ce soir peuvent nous aider à trouver du sens, à trouver un sens à ce que nous vivons à la fois individuellement et collectivement. Alors c'est gentil, on m'a prévu une petite bouteille d'eau, parce qu'il y a des moments où tout d'un coup ça fait un petit peu soif. Je ne vous ai pas posé la question, mais tout le monde m'entend bien sans micro? Parce que le micro que j'ai là, il est juste pour l'enregistrement des caméras, mais il n'amplifie pas. Et puis quand je peux, je préfère parler en direct qu'avec un système d'amplification. Alors si on regarde comment nous sommes constitués, vous et moi, eh bien, nous sommes des êtres qui pensons. On a une tête qui est faite pour ça, qui pense, qui réfléchit, un intellect, un mental, très décrié ces jours-ci, vous avez remarqué dans les milieux du développement personnel. Je ne partage pas cet avis, mais c'est comme ça. On a un cœur, une dimension émotionnelle, affective, on ressent des émotions, des sentiments. Et puis on a un corps qui nous permet d'agir, de bouger, de réaliser. Voilà. On est constitué d'une triade, d'une trinité, la tête, le cœur et le corps. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde ce que nous faisons, si on regarde même les objets qui nous entourent, cette bouteille d'eau, ce micro, ces appareils, etc., tout ce qui est autour de nous, pour exister, il a fallu que quelqu'un y pense, en se disant, tiens, je pourrais faire un téléphone comme ça, et y penser, ça ne suffit pas. Il faut en avoir envie, parce qu'il y a des tas de choses auxquelles on pense dans la journée, mais comme on n'en a pas plus envie que ça, eh bien, ça ne se réalise pas. Donc il faut la pensée, la tête, puis derrière, il faut l'envie, le désir, donc le cœur, et puis ça finit par devenir une réalité concrète. Et moi, je trouve assez génial des fois de simplement regarder autour de nous et en se disant chacun des objets, ce bâtiment, ces sièges, les habits que nous portons, tout ça est issu d'une pensée qui a été nourrie par un cœur et qui a finalement donné lieu à quelque chose de concret, de réalisé par la volonté matériellement en bas. Ça, c'est quelque chose que même les enfants peuvent comprendre, sauf qu'on ne nous l'explique pas quand on est... Mais si on nous expliquait que papa plus maman égale enfant, que la tête plus le cœur égale une réalisation concrète, on nous donnerait déjà une première clé de base de cette alphabétisation qui va nous permettre de comprendre qui on est et comment on fonctionne. Alors la tête, le cœur, le corps, il manque quelque chose là-dedans. Il manque la dimension spirituelle. Il manque ce qui fait que nous sommes en vie, ce qui fait que nous sommes capables de penser, ce qui fait que nous sommes capables d'aimer et que nous sommes capables d'agir. Donc en réalité, la structure qu'on va retrouver le plus souvent, c'est une structure à 4 dimensions spirituelles, intellectuelles, affectives et physiques. Et c'est de cette structure dont je vais vous parler. Alors, quand je la représente graphiquement, cette structure donc, que j'appelle Genesis, ce stylo, je ne suis pas sûr qu'il va faire la soirée, celui-là. On va changer de couleur. Vous me direz si vous voyez bien, parce qu'il y a des couleurs, des fois on voit plus ou moins bien à distance. Donc ces 4 dimensions, je les présente en losange, comme ceci, avec en haut l'esprit. Quand je dis l'esprit, je suis obligé de préciser en français que l'esprit, c'est la dimension spirituelle. On a une langue curieuse, le français, où le mot esprit peut être à la fois utilisé pour parler des facultés intellectuelles et pour la dimension spirituelle. Alors je ne vous dis pas la confusion que ça fait dans les livres qu'on lit ou qu'on traduit ou qu'on publie. Alors que vous prenez l'anglais, vous avez spirit pour l'esprit et vous avez mind pour le mental. Vous prenez l'allemand, vous prenez d'autres langues, il y a vraiment 2 mots distincts. Donc pour que les choses soient bien claires, quand j'emploie le mot esprit ici, c'est la dimension spirituelle qui nous anime. Ce n'est pas faire de l'esprit, avoir un esprit pétillant et vif, c'est-à-dire l'intellect, d'accord ? Nous avons un cœur, un mental, ou l'intellect si vous voulez, et nous avons, jusqu'à preuve du contraire, si vous êtes là ce soir, nous avons un corps. Voilà. Comment est-ce que ces 4 dimensions interagissent en nous ? C'est ce qu'on va regarder, et on va voir qu'il y a des choses qui sont passionnantes. Déjà, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir que depuis tout temps, on a attribué à ces 4 dimensions de notre être un des 4 éléments fondamentaux. Donc, sans grande surprise, pour l'esprit, on a le feu.
Vous avez remarqué qu'on allume des bougies, des cierges, des lampes à huile dans pratiquement tous les lieux de culte de la planète, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes ou autres. Le feu, la flamme de l'esprit, a toujours représenté la dimension spirituelle. C'est aussi l'élément le plus mystérieux, puisque si la science a pu étudier la matière sous toutes ses formes, l'eau, les liquides, l'air, les gaz, le feu, difficile de le mettre sous un microscope. Ça reste l'élément le plus mystérieux de ce qui nous est donné de voir. Le cœur, qu'est-ce qui correspond comme élément au cœur? C'est l'eau. Et ça, on le sait depuis qu'au collège ou au lycée, on a appris des poèmes de Verlaine par cœur. Il pleut sur la ville comme il pleure dans mon cœur. On le sait à travers tous les films, toutes les séries télé qu'on voit, où systématiquement l'eau va être là pour symboliser le monde affectif et sentimental. Je vous donne un exemple. À peu près 90% des scènes d'enterrement sont sous des trompes d'eau. Tout le monde est en train de pleurer sous un parapluie. Voilà. Ou alors vous avez la scène super sensuelle au bord de la piscine. Voilà. L'eau, et même dans les expressions qu'on utilise, qu'est-ce qu'on dit? J'ai été submergé par l'émotion. Submergé, c'est-à-dire englouti. Si vous regardez simplement la manière dont nous parlons au quotidien, on a je ne sais combien d'expressions qui soulignent le lien entre le monde des sentiments, du cœur, et le monde de l'eau. On dit de quelqu'un qu'il a le cœur complètement desséché, quand il n'est plus capable d'aimer, n'est-ce pas? On pourrait en trouver toute une série d'éléments qui nous font que dès qu'on veut parler des sentiments, voilà, c'est l'eau, c'est la fluidité de l'eau qui va évoquer l'amour qui s'écoule de nous, l'amour qui nous nourrit, qui nous irrigue et qui nous fait du bien. Et ça, vous le retrouvez pratiquement d'une tradition à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. C'est vraiment des fondamentaux. C'est un espèce de langage universel qui existe dans la nature, ces correspondances-là. Le mental, c'est un petit peu moins connu. Le mental correspond à l'air. Alors en français, on dit que la pensée a des ailes. On parle d'espace mental. On sait aujourd'hui que, par exemple, dans l'Inde, comme d'ailleurs dans d'autres traditions, on utilise la respiration, le pranayama, les exercices respiratoires, pour arriver à un certain contrôle de nos pensées, du mental. Donc le mental est vraiment lié à cet élément-là. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a un mental trop fort, qu'est-ce qu'il fait? Il dessèche tout autour de lui. Vous connaissez des gens qui fonctionnent qu'avec l'intellect, qu'avec le mental, vous essayez de dire quoi que ce soit, d'amener un peu d'émotion, un peu de sensibilité, ça vous dessèche tout autour. Alors qu'à l'inverse, les gens qui sont trop dans l'affectif, alors c'est les inondations permanentes. C'est des pleurs pour un oui, pour un non, c'est de l'émotion, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. D'accord? Et puis enfin, le dernier, le corps, c'est notre terre à nous. C'est notre terre. Et c'est notre terre d'une manière qui est assez sidérante si on veut bien le regarder, ne serait-ce que sur les 200 dernières années, vous verrez que toute l'évolution du rapport à la terre et au corps est la même. Quand on a décidé tout d'un coup de faire de l'agriculture chimique, eh bien on s'est mis à utiliser massivement la chimie pour le corps humain, antibio, vaccins, allopathie et tout le tralala. Puis quand on s'est dit, oulala, mais on est en train de polluer la terre, il va falloir se calmer, il va falloir commencer à revenir à des choses biologiques, naturelles, etc. Eh bien en même temps, on a vu se développer la phytothérapie, l'aroma, les médecines douces, les médecines naturelles. La santé, c'est notre écologie intérieure. L'écologie, c'est la santé de la terre. Ce sont exactement les mêmes phénomènes qui se produisent d'un côté et de l'autre. Notre corps, notre terre, va refléter finalement toute notre météo intérieure. Est-ce qu'il y a une prédominance d'air et de mental? Est-ce qu'il y a une prédominance d'eau? Est-ce que, voilà, on disait depuis Hermès Trismégiste, on disait que l'homme est un microcosme à l'image du macrocosme. On est un univers réduit dans lequel on retrouve absolument tout ce qui existe à grande échelle. Une fois qu'on a ces 4 éléments en nous, comment est-ce qu'on fait pour établir un climat qui soit un peu harmonieux, un climat qui soit pas soumis, comme on le voit dans le monde aujourd'hui, dans certains endroits des inondations, dans d'autres de la sécheresse. Il fait trop chaud, il fait trop froid, des déséquilibres climatiques en tout genre. Comment est-ce qu'on fait, avant de s'occuper du climat à l'extérieur,
pour établir en nous, intérieurement, un climat qui soit harmonieux. Un climat qui va permettre à toutes les richesses qui sont enfouies dans notre sol, symboliquement parlant, toutes les richesses intérieures avec lesquelles nous sommes venus au monde, de pouvoir germer, de pouvoir fleurir, de pouvoir porter fruit. Alors la philosophie de Genesis que j'ai fini par élaborer en distillant un petit peu tout ce que j'avais mis en pratique, étudié au fil des ans, elle tient dans une formule dont la moitié était dans le titre de la conférence de ce soir. J'ai dit, si à un moment on veut arriver à cet épanouissement, à cet équilibre, à cette harmonie à laquelle la plupart d'entre nous aspirons, et vous en particulier, je pense, si vous êtes là, la formule que j'utilise, c'est la suivante, c'est de dire il nous faut guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Alors je vais détailler tout ça. Guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Si j'avais dit ça en langage biblique ou en langage d'un texte sacré d'autrefois, je dirais il faut apaiser les eaux et dégager le ciel pour que le soleil féconde la terre. Apaiser les eaux, dégager le ciel pour que le soleil féconde la terre. C'est la même chose, simplement exprimée dans un langage métaphorique, dans un langage symbolique. Guérir le cœur vient en premier. Pourquoi ? Parce que d'abord, je me suis rendu compte au fil des ans que pratiquement tous autant que nous sommes, et je dis pratiquement pour laisser l'éventuelle possibilité qu'il y ait des exceptions, mais je n'en ai pas rencontré, nous avons tous le cœur blessé. Soit que nous ayons vécu un ou plusieurs traumatismes dans l'enfance, l'adolescence ou un moment ou un autre, soit que ça a été une succession de situations douloureuses, de brimades, etc. Mais la plupart des gens, tous ceux que j'ai croisés ou rencontrés, quand on arrive à 20 ans, il y a quand même eu de la casse ici. Il y a quand même eu des choses qui se sont mal passées, qui ont laissé des cicatrices. Si on pouvait voir symboliquement le cœur, on verrait des croûtes, des abcès, on verrait qu'il est mal en point, ce cœur-là. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai le cœur qui est mal en point ? Le cœur, il est entre la tête et les mains. Donc si le cœur ne va pas bien, mes pensées ne vont pas aller bien non plus. Donc je vais broyer du noir, je vais ressasser sans arrêt les mêmes trucs. Oui, il m'avait dit ci, on m'avait fait ça, etc. Et je pars en vrille avec ce que je me raconte. Et puis quand le cœur n'est pas bien, c'est les mains, c'est tout ce que je réalise, tout ce que je fais concrètement qui est entaché par ça. Y compris, et c'est le plus grave, ma propre santé. On sait aujourd'hui que les gens qui n'arrivent pas à pardonner, qui n'arrivent pas à se libérer de l'étau de la haine, des colères, du ressentiment, etc., sont des gens qui vont être sujets à beaucoup plus de pathologies que les autres. Ce sont des gens qui, en moyenne, auront une espérance de vie de 5 ans plus courte que les autres et qui vont avoir des problèmes digestifs, des problèmes de tension dans le dos, des problèmes de peau, des cancers, etc. Donc guérir le cœur, je l'ai mis en premier dans cette formule-là parce que si vous regardez dans la nature, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie partout ? C'est l'eau. C'est le cycle de l'eau qui fait qu'il y a de la vie sur cette planète. C'est l'eau qui s'évapore et qui retombe en eau de pluie. C'est l'eau qui plonge dans les nappes phréatiques et qui rejaillit ailleurs en eau de source. Le cycle de la vie, c'est l'eau. Et en nous, c'est pareil. En nous, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est ce qui coule à l'intérieur de nous, qui donne la saveur, qui fait qu'on a envie de faire des choses, qui fait qu'on a envie de vivre, qu'on a envie d'aimer. Lorsque le cœur se dessèche, lorsque quelqu'un sombre en dépression ou que le cœur est tari, la vie n'a plus de goût, la vie n'a plus de saveur, on n'a plus envie de rien faire, on a envie de dormir tout le temps. Donc le cœur joue un rôle fondamental, sous-estimé, négligé, puisqu'on est capable de passer 20 ans sur les bancs de l'école sans que jamais on nous parle de ça. C'est la tête, 2 heures d'éducation physique et basta. Le cœur, les relations humaines, les émotions, les sentiments, on ne connaît pas. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui fait la saveur de la vie humaine ? C'est ça. Parce que je peux avoir un salaire de ministre, je peux avoir une grosse voiture, une grosse maison, mais si ma relation à mon conjoint, à mes enfants, à mes collègues, mes voisins, mes parents est pourrie, ma vie est pourrie. Et on le sait tous. À l'inverse, si j'ai une super belle qualité de relation avec tout mon entourage, même si j'ai un salaire ou des revenus modestes à côté, mais j'ai une richesse intérieure qui n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les deux, c'est permis aussi. Mais ça veut dire qu'en termes de priorité, c'est là-dessus que devrait être mis l'accent. Quand on voit des gens à la fin de leur vie, puis qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils regrettent avant de mourir,
croyez qu'ils vont regretter de ne pas pouvoir s'être acheté la dernière Bentley ou la dernière Porsche, ou de ne pas avoir une maison comme ci ou ça? Les gens ne parlent que de relations humaines. C'est l'essentiel de ce qui peut éventuellement laisser des regrets. Donc guérir le cœur, s'occuper ici de ça au départ, c'est le plus important. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on n'est pas qu'un cœur. Donc guérir le cœur et, j'ai marqué en face, libérer le mental. Pourquoi libérer le mental? Parce que contrairement à ce que nous pensons, notre mental, il n'est pas libre du tout. Alors on peut chanter la liberté de penser avec, comment il s'appelle, notre ami Florent Pagny. On peut parler de liberté de penser, on peut militer pour ça, mais la réalité c'est que la pensée ne peut pas être libre et autonome d'elle-même sur un cœur qui est un cœur malade et qui ne va pas bien. La pensée dans ce cas-là, chez la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour justifier mes émotions. Par exemple, je vais vous prendre un exemple basique. Vous êtes en train de rouler, puis vous avez quelqu'un qui vous double et qui vous fait une queue de poisson. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? De la colère, parce que vous avez le moment où vous craignez de partir dans un fossé ou de vous prendre un réverbère. La peur, la colère. Et puis, dès qu'il y a une émotion qui est là, qu'est-ce qui va faire le mental? Il a un job permanent, c'est de nous donner raison. Comment il va me donner raison? En disant que l'autre, c'est un abruti. L'autre, c'est quelqu'un qui croit que la route est qu'à lui. L'autre, c'est... Ah, puis en plus, il a une bagnole comme ça. Oui, ça, c'est les dealers de banlieue, je les connais. Donc, le mental, son job en permanence, c'est de venir justifier mes émotions, me montrer que moi, j'ai raison, que l'autre a tort, que moi, je suis une victime et que l'autre est quelqu'un de pas bien du tout. Et c'est un fonctionnement qui est tellement automatique qu'on ne se voit pas faire. Libérer le mental, c'est permettre au mental de frère ce qui est vraiment son job, qui est de nous apporter plusieurs éclairages, prendre de la distance. Au lieu d'être submergé, englouti par l'émotion, je monte dans les airs, puis je regarde la situation d'un petit peu plus haut, j'essaye de voir tous les éléments qui sont là. Libérer le mental, c'est ce que faisaient les sophistes il y a quelques milliers d'années en Grèce, quand ils étaient capables, par rapport à une même problématique, de pouvoir vous défendre deux points de vue complètement opposés. Ils pourraient vous justifier le libéralisme économique le plus radical et vous convaincre de ça, puis ensuite derrière, vous justifier l'état social avec la même qualité d'argument. Mais c'est quelque chose que la plupart d'entre nous, on ne sait plus faire. Alors oui, à l'école, on a appris thèse, antithèse, foutaise, mais qu'est-ce qu'il en reste de ça derrière? La plupart d'entre nous, on a perdu la capacité à, face à une situation, l'envisager de différentes manières. Et donc, du coup, on se fait piéger par cet émotionnel qui est malade. Donc, guérir le cœur et libérer le mental, retrouver la capacité d'adopter plusieurs points de vue, d'avoir plusieurs éclairages. Regardez comment la nature nous a fait. On a deux yeux. Si vous fermez un œil, essayez de faire un tour en vélo ou de conduire votre voiture avec un œil fermé. Vous perdez tout le sens du relief. Vous n'avez plus la perspective, la profondeur de champ. Il faut deux yeux pour voir correctement en relief. On a deux oreilles, parce qu'avec une seule oreille, vous n'entendez pas en stéréo. Il faut deux oreilles pour ça. Eh bien, on ne peut pas se permettre des cyclopes du mental. Ch'tonk, un œil au milieu du front, pensée unique, supposition unique, croyance unique, point de vue unique. Si on fait ça, on s'ampute de cette capacité formidable qu'a l'intellect humain d'envisager plusieurs possibilités. Je dis toujours, le mental humain, c'est comme l'architecte que vous allez voir le jour où vous avez envie de vous faire construire une maison. Il ne va pas vous donner un plan en disant votre maison, c'est ça. Ou alors c'est un architecte nul. Même dans les émissions à la télévision, il vous en montre au moins plusieurs en disant regardez, on pourrait faire une chambre là, puis la salle de bain à côté, puis on pourrait faire une mezzanine, et puis les chambres des enfants là. Ou écran qui vous montre autre chose, puis peut-être encore un troisième plan. Le mental, il a ce côté-là, qui est de nous donner la capacité de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut nous réapproprier. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce qui se passe quand on a un cœur pas guéri, plus un mental dysfonctionnant, ça fait du dégât. Donc guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps. Pourquoi? Mais parce que ici, cet axe-là, c'est l'eau et l'air. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau et l'air dysfonctionnent?
quand j'ai le cœur qui est bouillonnant de ressentiment, de colère, de chagrin, d'histoire, quand j'ai le mental qui tourne en vrille, mais tout le temps dans le même circuit sans envisager d'autres possibilités, ben, l'eau plus l'air, ça donne du brouillard. L'eau plus l'air, ça donne des nuages. Et donc là, vous vous retrouvez avec une formidable couche de brouillard, de brume, de nuages. Et ce qui fait que la lumière là-haut, le soleil symboliquement parlant, eh bien, vous n'avez que quelques bribes qui parviennent jusqu'en bas, jusque sur terre, pour arriver à faire germer toutes ces fleurs, toutes ces plantes, toutes ces richesses qui sont à l'intérieur. Et donc, il faut d'abord dégager la brume, enlever le brouillard, pour qu'ensuite cet axe vertical puisse s'activer en plénitude et que là, on fasse descendre dans notre vie toute la dimension spirituelle qui peut nous habiter. Sinon, on va pratiquer toutes sortes de méthodes spirituelles, mais qui vont être systématiquement entravées par un cœur et un mental dysfonctionnants ici. Donc l'essentiel du travail que moi je fais, notamment à travers ce que je fais depuis 10 ans autour du pardon, c'est comment faire partir le brouillard, comment retrouver un cœur qui fonctionne correctement, comment libérer la pleine capacité du mental de multiplier les points de vue. Soit dit en passant, ça développe un joli sens de l'humour. C'est un bonus à côté. Et on se rend compte que dès qu'on fait ça, mais même si on n'est pas branché spiritualité, même si on n'a pas été élevé dans une religion ou quoi que ce soit, tout d'un coup, waouh, on commence à être touché par quelque chose. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas des croyances, ce n'est pas un truc qu'on a lu, on sent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous touche, qui nous habite, comme on sent la présence du soleil dès que les nuages ne sont plus là. Il n'y a pas besoin de conceptualiser ce qu'est le soleil et comment il est. Non, tout d'un coup, ça brille, tout d'un coup, ça chauffe, tout d'un coup, ça rayonne, ça vit en moi. Et là, je sais que le soleil existe et je sais ce qu'il m'apporte dans ma vie. De la même manière, une fois qu'on a dégagé cet espace-là, on va pouvoir activer la deuxième moitié, c'est-à-dire que l'esprit se reflète dans le corps. L'esprit se reflète dans le corps, c'est finalement ce que nous suggère la prière dominicale dans la tradition chrétienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est sur notre terre, comme au ciel, comme dans notre plan spirituel, qu'à un moment, ce potentiel qui est là-haut, il descende là, qu'il soit là concrètement incarné. C'est ce qu'on retrouve aussi d'une manière différente. Alors moi j'ai des références chrétiennes parce que je suis né là-dedans, et puis parce que mon public en général est plus familiarisé avec ça, on pourrait retrouver des équivalents dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc. Mais vous prenez aussi dans la Genèse d'ailleurs, quand il est dit que Dieu veut créer l'homme à son image et à sa ressemblance, et la phrase d'après, c'est marqué « Il le créa à son image et à son image il le créa ». Où est passée la ressemblance? Disparu? C'est quoi? C'est le traducteur qui s'est planté, qui a confondu les mots? Ou alors, la ressemblance, c'est notre travail à nous. La ressemblance, c'est comment est-ce que je fais pour... Prenez un gland, est-ce qu'un gland ressemble à un chêne? Pas vraiment. Par contre, le gland est à l'image du chêne. Si je sème ce gland, si je l'arrose, si je lui donne toutes les conditions, à un moment, le chêne va venir. Eh bien, ici, dans le corps, dans cette incarnation, dans cette vie qu'on a là, si on fait ce qu'il faut, le potentiel spirituel latent qui est là, à un moment, il va descendre et à un moment, on va manifester la partie la plus lumineuse, la plus rayonnante de ce que nous sommes. Alors, pourquoi est-ce que je dessine ce schéma en losange? Pourquoi je n'ai pas mis les 4 niveaux, l'un en dessous de l'autre, les 4 états de la matière, l'un en dessous de l'autre? Parce que ce losange-là, figurez-vous, qu'on le trouve tel quel, non seulement dans le texte de la Genèse, mais on le verra tout à l'heure aussi dans les groupes sanguins. Dans la Genèse, et moi ça m'amuse si vous voulez, parce que ces textes, j'ai grandi avec. Alors je m'ennuie à mourir sur les bancs de l'église, mais mine de rien, comme j'ai une bonne mémoire, ça rentre, donc les choses sont à l'intérieur, mais sauf qu'elles n'ont pas vraiment de sens. Et puis tout d'un coup, 25 ans après être sorti de l'église, d'un coup, paf, il y a du sens qui apparaît dans quelque chose qui est déjà inscrit là. Si vous regardez comment est décrit la création du monde, premier jour, il est dit en latin « fiat lux ».
ça ne veut pas dire voiture de riche. Hein. Que la lumière soit. La lumière, on est là. On est dans le premier élément. Le feu, la lumière. Que la lumière soit. Deuxième journée, il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas avec l'étendue du ciel. L'eau, le ciel. On a la dualité qui apparaît ce deuxième jour et on a l'eau et l'air. Et puis le troisième jour, il crée la terre. Donc on a un élément le premier jour, on a une dualité qui apparaît le deuxième jour et rebelote, ça se réunit un troisième. Et alors là où ça devient interpellant, c'est que rebelote, il fait la même chose les 3 jours suivants. Et moi, ce qui m'hallucine, c'est de me dire, mais pendant tant d'années, j'avais ce texte en tête et je ne voyais pas ça. Il y a des choses qu'on a sous les yeux et qu'on ne voit pas. 4e jour, il crée le soleil, la lune et les luminaires. Donc on est de retour dans la lumière. D'accord ? On a l'équivalent du premier. Et ensuite, 5e jour, je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qui va créer ce jour-là ? Les poissons et les oiseaux. Ceux qui habitent dans l'eau et ceux qui habitent dans l'air. On retrouve de nouveau la dualité au 2e jour de la 2e série, c'est-à-dire au 5e jour. Et le 6e, il crée l'homme et tous les animaux terrestres. Donc de nouveau, on a l'équivalent. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous regardez ces 3 jours-là et ces 3 jours-là, vous avez le yin et le yang. Vous avez 3 jours contenants et vous avez 3 jours contenus. Hein ? Vous avez la lumière, et qu'est-ce qu'on a dans la lumière ? On a le soleil, la lune, les étoiles. Vous avez l'eau et vous avez l'air, et qu'est-ce qu'on a dedans ? On a les poissons et on a les oiseaux. Et puis vous avez la terre, et qu'est-ce qui habite, qu'est-ce qui peuple ? Eh bien, l'être humain et les animaux terrestres. On a 3 jours yin et on a 3 jours yang. Ben, si on les imagine 2 secondes, j'y reviendrai. Hein. Comment est-ce qu'on symbolise le chiffre 3 en géométrie ? On fait un triangle. Donc vous avez 3 jours yin, et puis vous avez 3 jours yang, c'est-à-dire le même triangle, mais inversé. Et le 7e jour, on nous dit que le bon Dieu, il se repose. Il a bossé 6 jours comme un malade et il est crevé. Hein, pourtant, il est dit dans toutes les traditions que la source, le divin, est omniscient, tout-puissant. Non, non, au bout de 6 jours, là, crevé. Est-ce qu'il faut prendre ça littéralement ou est-ce que là, il y a aussi un symbole ? Il se repose. Il a créé 3 jours yin, il a créé 3 jours yang. Et le 7e jour, il se pose dans sa création. C'est-à-dire que c'est la fusion du yin et du yang, c'est le mariage cosmique, ce que les Grecs appelaient le hieros gamos, hein, les noces cosmiques. Et là, vous avez l'orgasme cosmique qui donne lieu au Big Bang, qui étudie nos astrophysiciens et nos scientifiques, qui est le début de la manifestation concrète de ce qui s'est passé avant. Bon, ça c'est un petit clin d'œil, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais c'est juste pour vous dire qu'un texte comme ça, quand on le regarde avec quelques clés symboliques, on est quand même sidéré, et notamment on voit ce schéma-là, c'est-à-dire un principe qui se divise en 2 et qui se réunit de nouveau en un. Et celui-là doit être à l'image de celui-là, à l'image et à la ressemblance. Alors on pourrait dire, oui, bon, tout ça c'est un peu ésotérique, c'est la Bible, c'est ci et ça, mais si je vous dis maintenant que ça c'est inscrit en nous, dans l'aventure de l'humanité telle qu'elle se déroule maintenant depuis des dizaines de milliers d'années, ou peut-être beaucoup plus d'ailleurs. Où ça ? Dans les groupes sanguins. Qu'est-ce que je reprends du bleu ? Vous me direz à partir du moment où le schéma devient illisible, je le referai sur une autre page en simplifiant. Mais l'histoire des groupes sanguins, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous saviez que le premier groupe sanguin à être apparu sur Terre, c'était le groupe sanguin O ? Voilà. C'est-à-dire qu'au début, les premiers êtres humains sur cette planète étaient tous d'un seul et unique groupe sanguin, qui était le groupe sanguin O, qu'on appelle comment ? Le donneur universel. Donneur.
Donneur. Comme le soleil ne sait faire que donner, que rayonner, comme l'esprit n'est que là que pour insuffler de la vie à la matière et à toute chose. Donc on a ici, je ne sais pas où vous le mettre, allez, on va le mettre là. Vous avez le groupe sanguin O, voilà, les chasseurs-cueilleurs. Et puis au moment de l'apparition de l'agriculture, donc on est quand même un bout plus loin dans l'histoire, apparaissent deux groupes sanguins complètement antagonistes et incompatibles, A et B. Le groupe sanguin A majoritaire dans toute l'Europe de l'Ouest. Le rideau de fer qui coupait l'Europe en deux autrefois séparait des populations à majorité de sang A de populations de l'autre côté, Europe de l'Est et Asie, à un sang majorité sang de type B. C'est intéressant ça. Hein? Au niveau géographique, d'ailleurs, le groupe sanguin O étant le plus mobile, on en trouve majoritairement dans tous les pays d'émigration, États-Unis, Australie, etc. Donc A et B, deux groupes complètement antagonistes. Il y a des livres qui ont été écrits sur les typologies des groupes sanguins. Je ne vais pas trop développer ce soir, mais ce n'est pas par hasard si je mets le groupe sanguin A ici au niveau cœur et le groupe B ici au niveau mental. Et encore beaucoup plus tard, qu'est-ce qui apparaît? Le dernier groupe sanguin, qui est AB, qu'on appelle le receveur universel. Parce qu'aussi, le sang O peut donner du sang à un sang A, à un sang B, à un sang AB, peut donner à tout le monde. Ah. Le sang AB, il peut recevoir du sang de tout le monde. Et il se trouve ici en bas. Si vous regardez dans un manuel d'infirmier ou de médecine, vous verrez exactement ce losange-là, O en bas, AB et A et B, et AB en bas. Le receveur universel, comme la matière est un principe réceptif, un principe qui reçoit et qui fait la synthèse ici. On a dit que tout ce qu'on a créé, c'est une synthèse d'une pensée et d'un désir. Le groupe sanguin AB est la synthèse de ces deux opposés-là. C'est-à-dire que ce schéma que je vous ai tracé là, quand je vous dis que c'est une structure archétypale première, c'est qu'on la retrouve dans notre propre aventure humaine. On est construit selon ce schéma-là, et l'aventure de l'humanité au fil des millénaires suit ce même schéma d'un principe unique, qu'on pourrait dire androgyne, qui se polarise en yin-yang opposés et qui va de nouveau se réunir dans le groupe final. Moi, je trouve ça assez extraordinaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans notre histoire, dans notre évolution. Alors, on m'a souvent demandé, comme c'est moi qui ai eu la chance il y a 20 ans de traduire et de publier les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, souvent on m'a demandé, mais qu'est-ce qui, selon vous, fait que ce livre ait connu un succès aussi hallucinant? Et quand je dis hallucinant, aujourd'hui, 20 ans après sa parution, en France, ce livre est encore dans les 10 meilleures ventes. Un autre livre qui a une carrière comme ça, je n'en connais pas, ni dans les romans policiers, ni dans la littérature, ni dans quoi que ce soit. Vous avez des livres qui font une belle courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'ils montent, ils marchent bien, puis ensuite gentiment, ça redescend, ça disparaît, on n'en parle plus. Puis vous avez des livres qui démarrent joliment, puis à un moment trouvent un plateau, puis s'installent dans la durée, ce qu'on appelle dans le métier des long sellers, des livres qui vont se vendre longtemps. Mais un livre qui continue de monter et de toucher de plus en plus de gens sur 20 ans, j'en connais pas d'autres à part celui-là. Et quand on me demandait mais pourquoi il a eu un succès pareil, je dis il y a à mon avis plusieurs raisons. D'abord parce que Miguel Ruiz est un être habité, inspiré, que son livre est habité, très simple, très accessible, mais vraiment porté par quelque chose qu'on sent. Mais j'ajoute, ces 4 accords Toltec, ils correspondent aussi exactement à ce schéma-là. Premier accord, que ta parole soit impeccable. Juste par curiosité, qui d'entre vous a lu au moins un livre de Miguel Ruiz? Bon, j'aurais dû poser la question dans l'autre sens. Qui n'en a pas lu? Voilà. Voilà, c'est quand même significatif. Hein. Donc, premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Pourquoi je le mets là-haut?
Mais parce que la parole, que ce soit dans la tradition chrétienne ou dans d'autres traditions, c'est la puissance spirituelle de base. Dans la Genèse, c'est Dieu dit que la lumière soit et sa parole crée. Dans l'évangile de Jean, le prologue de l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On a tout dans ce prologue. On a le Verbe, on a la lumière, on a la vie, on a tout ce qui part de là-haut. La parole est créatrice. Et si Miguel Ruiz a insisté là-dessus, si Victor Hugo a insisté là-dessus dans son poème magistral Le Mot, si Philippe de Lyon, vous qui habitez à Lyon, vous avez peut-être entendu parler de ce personnage incroyable qui pratiquait des guérisons miraculeuses rue Tête d'Or, tout ce qu'il demandait en échange de ces guérisons, c'était que les gens ne disent pas du mal d'autrui, qu'ils ne médisent pas pendant 1 jour ou 2 jours. Voilà. Donc si tant de gens ont parlé de l'importance du verbe et de la parole, c'est parce que je crée quand je parle. Et je crée quoi? Si chacun de mes mots était une graine, je sème quoi dans mon interlocuteur? Des fleurs, des arbres fruitiers, ou je sème des champignons vénéneux, des trucs toxiques, des ronces. Voilà. Donc, prendre conscience de la puissance du verbe, du logos, de la parole, et se rendre compte que c'est un don spirituel qui nous a été fait à l'espèce humaine de pouvoir créer par la parole. Donc, premier accord Toltec, Miguel dit, vous pouvez prendre que celui-là, avec celui-là, vous changez toute votre vie, même si vous oubliez les autres. On continue, deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne prends pas les choses personnellement. Plus facile à dire qu'à faire, hein, on est d'accord? Qu'est-ce qui en moi se vexe, va bouder dans son coin, est chagriné, se met en colère, a des hauts et des bas émotionnels comme ça en permanence? C'est le cœur. C'est le cœur, c'est la dimension affective, sentimentale, émotionnelle en moi qui fonctionne comme ça. Donc ce deuxième accord, il est là pour m'aider à transformer la façon dont je fonctionne au niveau affectif. Que je ne sois pas sans arrêt ballotté par mes émotions, submergé par mes émotions, un coup là-dessus, un coup là-haut, et que j'arrive... Quand on dit que Jésus marchait sur l'eau, non mais vous croyez vraiment que Jésus débarque au bord du lac Tibériade et chip, 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 il se met à marcher? Mais il aurait été lapidé sur le champ. Marcher sur l'eau. En langage symbolique, ça veut dire je maîtrise mes émotions. Lorsque j'éveille Christ en moi, lorsque j'éveille quelque chose de divin en moi, je ne suis plus englouti par mes émotions. Et ça me paraît plus intéressant de comprendre ça comme ça que de se dire il y a un type qui a marché sur l'eau il y a 2000 ans, mais il y a des gens qui se noient tous les étés. Hein? Voilà. Donc le deuxième accord Toltec, il vise à nous apprendre à marcher sur l'eau, il vise à nous apprendre à sortir de ces montagnes russes émotionnelles permanentes qui font que la vie n'est pas aussi sympa qu'elle pourrait l'être. D'accord ? Alors l'application, c'est une autre affaire, mais voilà. Troisième accord. Ne fais pas de suppositions. Ah. Et c'est qui en nous qui passe son temps à faire des suppositions? C'est le mental, c'est le ciboulot, il fait ça tout le temps. Tout le temps. À chaque situation, sans arrêt, il turbine. Oui, de toute façon, si elle a dit ça, c'est parce que si. Ou si l'autre, il m'a fait ça, c'est parce que ça. Et voilà. Et je suppose, et j'interprète, et j'imagine, et je crois, et je me raconte des trucs. C'est le mental. Donc, à travers ce troisième accord Toltec, maintenant, il vise à nous amener de la conscience dans le mental et à nous faire changer de manière de fonctionner. Hein? Parce que faire des suppositions comme on le fait, c'est le meilleur moyen de se rendre malheureux en permanence. On y reviendra tout à l'heure à ça. Et puis, quatrième et dernier accord, pour les 4 de base, fais toujours de ton mieux. Miguel dit toujours que c'est son accord préféré. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est l'accord qui est lié à l'action. L'action. On est dans le physique, on est dans le concret. Il dit sans cet accord, les autres, vous ne les mettrez pas en pratique. Si vous ne faites pas de votre mieux pour avoir une parole impeccable, si vous ne faites pas de votre mieux pour ne pas faire de suppositions, si vous ne faites pas de votre mieux pour ne pas prendre les choses personnellement, c'est l'accord où on va
se donner une discipline de vie, une exigence, faire de son mieux, pas aller dans le perfectionnisme, pas aller dans le laxisme, juste trouver de jour en jour son mieux et faire de son mieux. Donc vous avez 4 accords, et avec ces 4 accords, si vous les appliquez, eh bien vous allez progressivement changer la façon dont vous fonctionnez sur les 4 étages. Et je pense que même sans savoir ça, intellectuellement, consciemment, comme je le détaille là, on est sensible à des choses qui viennent nous parler à un niveau hyper profond. Pourquoi il y a des films qui nous touchent comme ils nous touchent? Pourquoi il y a des contes, il y a des choses on ne sait pas pourquoi, mais waouh, ça me parle super fort. Parce que ça vient entrer en résonance avec quelque chose qui est inscrit en nous depuis l'aube des temps, mais qui n'est pas forcément conscientisé. Et tout d'un coup, quelqu'un fait un film, quelqu'un crée un conte, raconte une histoire là-dessus, et ah ouais, ça, quelque part au fond de moi, je le sais, ça a du sens. Et donc on lit ces 4 accords, et tout d'un coup, ces 4 injonctions qui tiennent sur un marque-page que j'avais fait faire quand j'étais aux éditions Jouvence et que j'ai retrouvé sur les frigos de plein de gens partout. Hein. Marque-page, 4 injonctions, mais il y a de quoi bosser une vie avec ça, hein, avant d'arriver à les mettre en pratique, ces accords-là. Mais n'empêche qu'ils visent à faire la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à nous recréer en conscience, au lieu de subir un cœur qui ne fonctionne pas bien, au lieu de subir un mental qui tourne en rond éternellement dans les mêmes pensées, au lieu de subir une parole que j'utilise sans faire attention à ce que je dis, comment, et ensuite je me prends dans la figure toutes les conséquences de ça, eh bien je mets de la conscience dans ma parole, dans mes réactions émotionnelles, dans mes pensées, puis tout d'un coup, petit à petit, gentiment, au fil du temps, je me rends compte que s'installe en moi un autre climat, que s'installe en moi une autre qualité de vie. Alors en fait, ce schéma de Genesis, je pourrais vous le décliner sur plein d'autres choses. S'il y a des gens parmi vous qui s'intéressent à la chimie, les 4 éléments fondamentaux s'inscrivent là-dedans. L'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone. Dans la musique, les éléments fondamentaux de la musique se retrouvent là, la mélodie, l'harmonie au niveau du cœur, le rythme au niveau du mental et la résultante de ça, le côté symphonique, quand on réunit tous ces éléments ensemble. Cette clé que je vous présente ce soir, quand on se l'approprie, on finit par se rendre compte qu'elle est présente dans pratiquement l'ensemble des disciplines, des sujets d'études qu'on a. Alors il y a un élément supplémentaire que je voudrais vous développer par rapport à ce schéma-là, c'est que même s'il y a 4 éléments, 1, 2, 3, 4, en réalité, ce schéma, il est fait de 3 étages, comme on le voit d'ailleurs avec les jours de la création. Le premier étage ici, c'est ce qu'on pourrait appeler la biosphère. C'est le monde physique où vous et moi existons. Voilà. La terre, les arbres, les océans, les montagnes, le monde concret, tangible, dans lequel nous vivons. Enfin, pas tout à fait, dans lequel nous croyons vivre. Parce que vous allez voir que justement, tout ce qui est intéressant, c'est que nous vivons beaucoup moins là-dedans que nous ne le croyons. Ici, avec le cœur et le mental, on a ce que certains ont appelé la noosphère, notamment Teilhard de Chardin, mais c'est un mot compliqué. Donc moi, j'ai préféré appeler ça la psychosphère. Mais c'est la même idée. C'est-à-dire le monde des pensées et des sentiments que nous cultivons en permanence. Et nous allons voir que c'est le monde dans lequel nous vivons principalement, beaucoup plus que dans la réalité concrète. Et enfin, tout en haut, on a ce que certains ont appelé la théosphère, le plan divin. Je peux vous le marquer si vous voulez. Théosphère, théo comme Dieu, que moi j'aime bien appeler la logosphère. Logos étant un terme qui suscite moins de levées de boucliers de nos jours, où des fois quand on parle, on ose prononcer le mot Dieu, on a presque dit un gros mot. Donc la logosphère parce que le logos, le verbe, le principe créateur premier. Après,
vous prenez les mots qui vous conviennent le plus. L'important, c'est de comprendre la division, les mots qu'on met derrière sont moins importants. L'être humain, nous, vous, moi, on vit l'essentiel de notre temps ici. L'essentiel de ce que nous vivons au quotidien, c'est les pensées et les sentiments qui nous animent en permanence. Et les pensées et les sentiments ensemble, vous savez ce qu'ils créent? Ils créent des histoires. L'être humain est foncièrement, fondamentalement, un créateur d'histoires. J'ai eu la chance de traduire un livre merveilleux qui s'appelle « Ces histoires qui guérissent » du docteur Lewis Mail Madrona, moitié amérindien par son père, moitié américain d'origine écossaise et française par sa mère. C'est un psychiatre qui ne soigne les gens pratiquement que par des histoires. Et il commence son livre en disant « Quand je suis allé en fac de médecine, on m'a expliqué qu'on était fait d'atomes, de cellules, de molécules, etc. » Et quand j'ai commencé à me former auprès de tous les guérisseurs, d'abord amérindiens, mais ensuite dans le monde entier où il a voyagé, ce que nous disent ces gens-là, c'est l'être humain, il est avant tout fait d'histoire. Nous sommes faits d'histoire. On a tous une histoire personnelle qui commence avec ce qu'on nous a raconté sur la manière dont on est né, un accouchement long, pénible, douloureux, ou alors une césarienne, ou alors le siège, ou je ne sais pas quoi. Et puis cette histoire, petit à petit, on l'a développée. Puis on en a des versions différentes. On a la version un peu enjolivée pour le premier jour où on rencontre ses beaux-parents. Puis on a la version professionnelle qu'on appelle un CV. Et puis voilà, on a une histoire personnelle. Puis il y a l'histoire de notre famille. Parce qu'attention, si on s'appelle Martin, ou si on s'appelle Claire, ou si on s'appelle Dupont, on ne vient pas de la famille, il n'y a pas la même histoire. Et puis il y a l'histoire de la ville où on a grandi. Puis il y a l'histoire du département ou du canton, chez moi qui suis suisse d'origine. Puis il y a l'histoire du pays. Être français, être suisse ou espagnol, ce n'est pas la même chose. On est constitué d'une multiplicité d'histoires. Et ces histoires, elles nous sont données, elles nous sont dites, elles nous sont racontées depuis notre plus tendre enfance. Puis après, il y a les histoires religieuses, pour certains d'entre nous. Puis il y a les histoires scientifiques, les théories qu'on nous a racontées sur le monde, etc. Et c'est cet univers-là dans lequel nous vivons principalement. Alors ça peut paraître peut-être un peu abstrait ce que je vous dis. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Par exemple, si je suis français et que je suis pétri des histoires dont on m'a nourri depuis tout petit et qu'un jour, à 35 ans ou à 40 ans, je fais faillite. La faillite, dans l'histoire, les histoires de France, c'est une catastrophe. Le mec qui a fait faillite, bonjour, avant qu'on lui fasse de nouveau confiance, qu'il puisse remonter une entreprise, qu'il puisse faire quelque chose. C'est une tache noire sur sa vie, sur son CV et tout ça. Parce que l'histoire, les histoires dont on nous a abreuvés depuis toujours ont mis ce sceau-là sur cet événement-là. Maintenant, vous imaginez que vous êtes un Américain et qu'au même âge, vous faites une faillite. Ce n'est plus du tout la même histoire. Faire une faillite là-bas, très bonne expérience. Ça t'a appris des tas de trucs. Si derrière tu recommences, c'est vraiment quelque chose qui va te renforcer. À la limite, c'est une bonne chose d'avoir vécu ça dans votre parcours. Il n'y a absolument rien d'infamant dans la mentalité américaine, dans les histoires avec lesquelles ils grandissent par rapport au fait de faire une faillite. Vous voyez ? Et je pourrais vous donner des exemples à l'infini comme ça. Un exemple plus personnel. Vous imaginez deux personnes à la campagne, sur un petit chemin de terre, et tout d'un coup, il y a un chien qui s'avance vers la personne en aboyant. La première personne, elle a peur des chiens depuis toujours. Donc qu'est-ce qu'elle va vivre ? Un chien, c'est un animal dangereux, il aboie, il va venir vers moi, il va me mordre, elle va être tétanisée, terrorisée. Si ça se trouve, son comportement ou ses réactions vont faire qu'effectivement, ça va mal se passer. La personne d'à côté, autre histoire. Ah, les chiens, c'est des super animaux, ils sont tellement gentils, puis ils sont cool, puis j'en ai déjà eu. Puis un chien qui fonce sur moi en aboyant, c'est un chien qui veut venir me dire bonjour, qui veut venir jouer un moment, etc. Et donc, la même situation, ce sont les mêmes faits dans la biosphère. Un chien qui court vers moi en aboyant. Mais selon les histoires que j'ai eues, personnellement, selon les histoires avec lesquelles j'ai grandi, une fois l'événement va être dramatique, et peut mal se terminer par une morsure, une fois ça va être juste un super joli moment. Ce que j'essaie de vous montrer à travers ça, c'est que, et c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre depuis tout petit, c'est que notre perception du monde est constamment filtrée par des histoires, et que ces histoires, la plupart du temps, nous n'en avons pas conscience. On ne s'est jamais posé la question de savoir si elles étaient vraies, si elles étaient justes, si elles étaient pertinentes.
Et la chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'auteurs qui sont là pour nous faire prendre conscience de ce qui se passe dans la psychosphère, dans ce monde des histoires, et y amener de la conscience. C'est ce que fait Miguel Ruiz quand il nous demande de ne pas prendre les choses personnellement et de ne pas faire des suppositions. Il nous amène à changer le fonctionnement par lequel nous créons les histoires qui nous pourrissent la vie. Le nom de Byron Katie vous dit quelque chose ? Elle a créé une méthode qui s'appelle le travail, the work en anglais. 4 étapes, comme il y a 4 accords, comme il y a 4 étapes dans la CNV, qui viennent nous aider à remettre en question des choses auxquelles nous croyons, des histoires auxquelles nous croyons et qui ne sont absolument pas vraies. Et tout le drame que nous avons, nous autres êtres humains, c'est que nous ne voyons pas que nous créons nos histoires et nous nous enfermons dedans. Vous avez vu mon schéma là ? On peut dire que c'est une couche de nuages, on peut dire que c'est un cocon. On est comme un ver à soie qui tisse son propre cocon et s'enferme dedans. Le fil de mes pensées, j'ai perdu le fil de mes pensées. Vous avez jamais entendu quelqu'un dire ça ? J'ai perdu le fil de mes pensées. Ouais, la pensée est un fil. Vous ajoutez le côté collant du sentiment, hein, et puis vous avez quelque chose qui va former un joli petit cocon. Puis alors, comme on est doué, on se fait des jolis petits cocons infernaux. On se raconte des histoires pas possibles, terribles, et on vit là-dedans. Et on croit qu'on est dans la vraie vie. Mais non, on est juste dans une histoire qu'on se raconte. Et la magie, c'est qu'on peut sortir de cette histoire. C'est pour ça que j'aime bien l'image du cocon, parce qu'un cocon, il sert à quelque chose, puisqu'il permet une transformation intérieure et qu'un jour, on sort un être, un papillon, qui est beaucoup plus intéressant que le ver qui s'était enfermé au départ. Et peut-être que ce que nous faisons, nous, en tant qu'humanité, dans notre long chemin d'évolution et dans notre inconscience actuelle, c'est aussi préparer l'émergence de l'humain papillon, c'est-à-dire l'émergence de ce qu'il y a de plus beau en nous. Et que ce soit Miguel Ruiz, que ce soit Byron Katie, que ce soit Luis Mehlmadrona ou d'autres, tous, avec des angles de vue différents, sont en train de nous amener à nous dire « Regardez ce que vous faites avec votre tête et avec votre cœur. Regardez les histoires que vous vous racontez. Ces histoires, elles ne sont pas vraies. La plupart du temps, elles ne sont pas vraies. Mais parce que vous y croyez, elles deviennent votre vérité et ensuite, elles vous créent des cauchemars. » On pourrait même remonter plus loin. Krishnamurti, son livre le plus connu, « Se libérer du connu », c'est se libérer de ça, se libérer des histoires qu'on raconte. On veut remonter encore plus loin, Platon, l'allégorie de la caverne de Platon. Hein, ça vous dit quelque chose ? Ouais. Hein, Platon décrivait des gens qui seraient enfermés à l'intérieur d'une caverne, le dos à la lumière, et qui ne connaissent de la réalité que les ombres qui se projettent contre les parois de la caverne à cause de la lumière du soleil qui est à l'extérieur. Si Platon vivait aujourd'hui, il ne serait pas embêté, il aurait dit « c'est des gens qui sont enchaînés dans un siège de cinéma et qui passent leur temps à regarder l'écran et qui prennent ce qu'ils voient à l'écran pour la réalité. » Et il y en a un qui a eu une très bonne idée, c'est de prendre Platon et d'en faire Matrix. Matrix ? Pourquoi ce film a eu un tel succès, vous croyez ? Mais tout simplement parce qu'il nous raconte ça. Il nous raconte comment on fonctionne. Il nous raconte Platon, mais Platon, qui lit Platon aujourd'hui ? Pas beaucoup de monde. Mais par contre, Matrix, tout le monde l'a vu. Tous les ados l'ont vu, tout le monde, sans nécessairement tout décoder, s'est dit « Waouh, ce film, il est génial !» Ce film, il nous dit que la matrice, c'est ça. La matrice, c'est cet univers complètement virtuel que tissent mes pensées et mes sentiments. Tant que je le crois vrai, je suis enfermé dedans. Et le jour où je cesse d'y croire, pouf, je retrouve ma pleine liberté. Pour vous illustrer ça d'un exemple concret, parce que je trouve que c'est un exemple que j'adore, je dis depuis des années, et je continue de le penser, que ce qui est pour moi l'un des tout meilleurs livres de développement personnel jamais écrits, en tout cas de tout ce que j'ai lu, et croyez-moi, j'en ai lu un paquet. Il a un des titres les plus longs qu'on puisse imaginer, c'est « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Voilà. De Stephen Covey, C-O-V-E-Y. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Il fallait le trouver, ce titre-là, quand même. En anglais, The 7 Habits of Highly Effective People. Ouais. Best-seller aussi, d'ailleurs, presque comme les accords Toltec, je crois qu'il s'est vendu 15 ou 20 millions d'exemplaires de ce livre dans le monde, ce qui n'est pas banal. L'auteur s'appelle Stephen Covey, C-O-V-E-Y, virgule à la ligne.
Stephen Covey raconte une anecdote extraordinaire pour illustrer tout ce dont je suis en train de parler ici. Un jour, il est dans le métro, et puis dans ce métro, il y a un monsieur, un papa, assis dans un coin, prostré, le regard fixé sur ses chaussures, l'air complètement absent, pendant que ces deux adolescents de 14 et 16 ans font n'importe quoi dans cette rame de métro. Ils se courent après, ils bousculent les gens, ils crient, ils font attention à personne. Alors imaginez-vous 2 secondes à la place de Stephen Covey, vous assistez à la même scène dans le métro à Paris ou ici à Lyon. Qu'est-ce qu'il commence par ressentir, Covey? De l'agacement, de la colère. Et puis, comme je disais, une fois qu'on a trouvé l'émotion là, le job du mental, c'est de trouver une justification. Donc la justification, elle est toute trouvée. Voilà, encore un père démissionnaire. Hein? Et puis alors, le mental, il adore passer du simple aux généralités. Les pères de nos jours ne savent plus éduquer leurs enfants. Ah, puis on est content quand on a trouvé une vérité universelle cosmique comme ça, n'est-ce pas? Hein? Bon. Et puis alors les gamins, ben voilà, ça y est. 2 gamins absolument mal éduqués, aucune éducation, ne savent pas se comporter, ne font pas attention aux autres. Puis alors, une fois que j'ai trouvé une explication, alors là, ce qui est cool, c'est que je peux vraiment me lâcher au niveau de l'émotion. Hein. Là, je peux vraiment sentir ma colère, puis me dire, c'est quand même pas possible qu'aujourd'hui, qu'un père soit comme ça, etc., mais que font les gens et tout. Hein. Et là, on part en vrille, c'est-à-dire que plus je ressens d'émotions, plus ça nourrit le mental, et plus le mental, et voilà. Et je me tisse mon petit cocon comme ça. Mais là où l'histoire devient vraiment intéressante dans le bouquin de Covey, c'est qu'à un moment, retour sur Terre, si je peux dire, retour dans la réalité. Et le retour dans la réalité, c'est qu'il se met à discuter avec ce père. Et vous savez ce qu'il lui dit à Stephen Covey, ce monsieur? Il lui dit, là, on revient d'enterrer ma femme. Et vous imaginez comme dans Amélie Poulain, vous savez, le moment où Amélie Poulain se transforme en flaque d'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette séquence extraordinaire. Elle se... Voilà. Vous imaginez comment, à la seconde où ce père lui dit ça, Stephen Covey voit s'effondrer tout ce qu'il était en train de se raconter, tout le joli petit cocon qui se tissait lui-même tout seul dans son coin. Ce n'est pas un père démissionnaire, c'est un homme qui vient d'enterrer sa femme, qui est veuf depuis 3 jours. Ce n'est pas 2 ados mal éduqués, c'est 2 gamins qui viennent d'enterrer leur maman et qui peut-être juste après l'enterrement ont un moment où ils lâchent, ils décompensent dans le métro. Vous voyez, et ça, cette histoire-là, ce que vit Covey là, puis alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer de la colère, du jugement, etc. à quoi? À l'empathie, à la compréhension, à la compassion, puis peut-être à une bonne dose de jugement contre soi. Sur ce que là, j'ai vraiment été nul. Hein. Alors là, l'histoire de Covey, elle est assez belle, hein? Mais des histoires comme ça, est-ce qu'on n'en vit pas tous les jours? À la caisse du supermarché? En voiture? Au boulot? Ailleurs? Est-ce qu'on n'est pas à tout moment en train de laisser la première supposition à 2 balles venir? Et puis on y croit, et à partir du moment où on y croit, elle devient vraie, et ça y est, on est parti en vrille. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Son troisième accord Toltec à Miguel Ruiz. Ne faites pas de suppositions. S'il était adopté par tous les scénaristes de la planète, vous perdez 98% des scénarios. Amusez-vous là, dans les jours qui viennent, si vous êtes joueur ou joueuse comme moi, amusez-vous à regarder n'importe quelle série télé, n'importe quel film, et à choper le moment où un personnage suppose que si sa femme est partie, c'est parce que ça, ou suppose que si le voisin a dit si... Et à partir de là, le film part en vrille. Et en fait, le restant du film, ça va être le temps qu'il faudra pour qu'il revienne à ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Donc, c'est vraiment des fonctionnements qu'on a. On est constamment en train de se raconter des histoires. Et la plupart du temps, ces histoires ne sont que très, très partiellement vraies, voire carrément fausses. Et on se fait piéger avec ça. Et donc, ce n'est pas les gens comme ils sont, ce n'est pas la réalité comme ils sont, ce n'est pas le monde, la politique, ci et ça qui nous rend malheureux. C'est les histoires qu'on se raconte à propos de ça. Et le jour où on arrive à lâcher ça, le jour où on arrive à dissoudre la colle qui maintient le cocon ensemble, le jour où on arrive à faire s'en aller ce nuage-là d'histoire
Hein, vous savez que dans les nuages, on dit toujours que si on a beaucoup cru qu'il y avait des fantômes en Angleterre, c'est parce qu'il y a tellement de brouillard là-bas que quand c'est un peu brumeux, on croit voir des choses. Hein, comme quand on se réveille la nuit puis qu'on confond un peignoir avec un monstre dans la chambre ou je ne sais pas quoi. Hein. Nous, on se raconte des histoires tout le temps. Tout le temps. Donc la clé aujourd'hui, si on veut passer à l'étape suivante de notre chemin individuellement, puis je l'espère un jour collectivement, ça va être d'arriver à prendre conscience de comment fonctionne mon affectif, mon cœur, mes émotions, comment fonctionne mon mental et comment ce couple, parce que c'est un couple, hein, le couple tête-cœur, c'est vraiment un couple, c'est mari et femme, et puis ensemble ils créent leurs enfants, c'est-à-dire notre vie, nos actions, notre état de santé et tout ça. Si on change le fonctionnement de ce couple-là, ben là, à ce moment-là, on peut commencer. Une fois qu'on est sorti de ça, eh bien, on peut retrouver des racines dans la biosphère et puis on peut développer nos branches là-haut dans la théosphère. Avant ça, on est juste des hommes-troncs, déconnectés de l'environnement, de l'écologie, de la réalité matérielle et déconnectés de tout le plan de transcendance, le plan divin, le plan de lumière, etc. On est dans le cocon, on est coupé et on fonctionne là-dedans, dans des écrans, dans des smartphones, dans des histoires, dans des choses, mais pas dans la réalité ni des gens qui sont en face de moi, ni de la nature telle qu'elle est, et puis alors, là-haut non plus, je ne suis pas trop connecté là-haut non plus. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est comment on va pouvoir transformer ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, on pourrait dire que c'est le monde des... Allez, je vais changer un peu de couleur. J'imagine quelqu'un qui découvrirait ce schéma à la fin, il se dirait, c'est quoi ce truc, hein? Franchement, je ne sais même pas si vous y comprenez encore quelque chose, mais on va faire semblant que oui. Hein. Bon. Donc ici, c'est le monde des histoires avec un H minuscule. Ce sont les histoires qu'on se raconte. Voilà. C'est la maman de 45 ans qui est plaquée par son mari qui part avec une jeunette de 20 ans, qui se retrouve seule à élever ses 3 enfants, et qui va s'identifier et créer son histoire. Et dès qu'elle va rencontrer n'importe quelle nouvelle personne dans sa vie, dans ses relations de travail, elle va dire « Vous savez pas quoi, mon mari m'a quitté il y a 6 mois, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je me suis retrouvé seul avec les enfants. Il ne versait pas la pension alimentaire. Et du coup, j'ai dû faire ci. » Et cette histoire qu'elle se raconte, elle va s'identifier à son histoire, ça va devenir elle, ça va devenir sa vie. Et toutes les occasions qu'elle aurait pu avoir, que cet événement douloureux, difficile, lui donne l'occasion de rebondir, de faire d'autres choses, elle ne les verra pas parce qu'elle est enfermée dans cette histoire. Moi, j'ai un papa qui s'est fait virer à 60 ans, comme un malpropre, de la boîte où il travaillait depuis 32 ans à Genève comme ingénieur, boîte d'architecte. Alors viré à la Suisse, hein, à l'époque, c'est-à-dire sans aucune indemnité de licenciement, après 32 ans de boîte. Et bien derrière ça, mon père a passé 3 ans cauchemardesques. Lui qui est pacifique comme c'est pas permis, il avait envie de prendre un fusil à pompe et d'aller flinguer ses patrons. Et puis c'est quoi l'histoire qui se racontait ? C'est que ses patrons étaient des salauds, c'est que lui était une victime du système, c'est que la Suisse était mal foutue, que les lois du chômage et ceci et cela, etc. Et il a vécu 3 ans d'enfer, littéralement. Sauf que, au bout de 3 ans, il a réussi tout d'un coup à trouver une ouverture dans son cocon, à devenir indépendant et à bosser de 63 jusqu'à 82 ans dans sa propre boîte. Et ce qui était au départ le pire des événements possibles, se faire virer à 60 ans comme un malpropre, quand il le racontait à tout le monde, c'était vraiment juste une histoire tragique. Eh bien, à partir de quelques années plus tard, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit, mon père ? Il dit, me faire virer à 60 ans, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver dans ma vie. C'est-à-dire qu'il a complètement écrit une autre histoire, avec les mêmes événements. Il a donné un autre sens. Et il a transformé l'événement d'une manière différente. Et ça, c'est une capacité que nous avons. C'est de transformer les événements de notre vie en leur infusant un sens différent. Quand on libère le mental, au lieu de voir qu'une seule explication, qu'une seule réalité, tout d'un coup, on en voit plusieurs. Et tout d'un coup, Louis Melmadrona, qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit des gens dans son cabinet, il est médecin, il est psychiatre. Des gens, quand ils arrivent chez lui, c'est qu'ils ont épuisé toutes les ressources avant. Il va écouter leur histoire. Et leur histoire, c'est une histoire tragique. C'est une histoire qui peut inclure de la schizophrénie, de l'anorexie grave, des lupus érythémateux, des choses... Voilà.
Et ensuite, parmi les centaines d'histoires qu'il connaît, lui, histoire amérindienne, légendes, mais des fois bons scénarios de films, il va en trouver une qui présente les mêmes événements fondamentaux que la vie de son patient, mais qui est l'histoire d'un héros, d'une héroïne. Parce que vous ne pouvez pas changer les événements. Si vous avez vécu un deuil, ce deuil existe. Si vous avez vécu un divorce, un mariage, une promotion, un licenciement, ces événements existent dans votre vie. Mais contrairement à ce que dit le proverbe, les faits ne parlent pas d'eux. C'est vous qui allez donner du sens. Et alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte une nouvelle histoire. Donc il dit à son patient, comme vous, à 4 ans, le héros de cette histoire, il a perdu ses 2 parents. Et puis comme vous, il a été confié à un couple, l'oncle et la tante le détestait, et il a été brimé, et ci et ça. Et c'est tout le temps comme vous, sauf que plus l'histoire avance, plus là où la sienne, elle commence à partir en cacahuète et à aller vers la souffrance, vers la pathologie, etc., plus là, c'est en fait justement le jeune garçon qui a trouvé le feu, qui a sauvé le village, Voilà. Et en changeant simplement la façon dont ils tissent ensemble les événements de l'histoire de la personne, ces gens guérissent, y compris de pathologies physiques lourdes. Et là, on mesure cette puissance extraordinaire que nous avons. Nous sommes des créateurs d'histoire, mais la plupart du temps, nous les créons avec un cœur inconscient, un mental inconscient, et nous croyons les histoires cauchemardesques que nous nous racontons. Byron Katie, il a écrit un livre qui s'appelle « Qui seriez-vous sans votre histoire ?» C'est joli comme titre. Rien que le titre, c'est une question intéressante à se poser. C'est quoi l'histoire que je raconte de moi? Est-ce qu'elle est chouette, mon histoire? Ou est-ce que j'en ai fait une histoire absolument dramatique, plombante, où de toute façon tout est foutu, et puis ça ne changera jamais, et puis je tombe toujours sur des femmes comme ci, ou toujours sur des hommes comme ça, ou toujours sur des patrons comme ci. Et de trouver cette capacité à changer son histoire, à la réécrire en conscience, moi c'est un truc qui me botte, vous n'imaginez pas à quel point. Un des premiers auteurs qui m'avait fait découvrir ça, il y a déjà 20-25 ans, c'était Viktor Frankl. Ça vous dit quelque chose? Viktor avec un K, Frankl, F-R-A-N-K-L. Et ça me sidère toujours qu'on le connaisse si mal en France, parce qu'il est connu, mais très connu, dans tout le milieu anglo-saxon. C'est difficile de trouver un livre de développement personnel américain dans lequel il n'est pas cité. Il a créé la logothérapie, la thérapie par le logos, par le sens. Cet homme-là a fait 3 ans de camp de concentration à Auschwitz, Buchenwald et j'en oublie un. À sa sortie, en 9 jours, en 1945, il a écrit un livre. Alors le titre n'est pas sexy pour 2 sous. Franchement, de ce côté-là, c'est plutôt nul. Un psychiatre en déportation témoigne. Waouh, fun! Bon, le texte a été ensuite complètement réintégré dans un livre qui est toujours publié aux éditions de l'Homme au Québec qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Viktor Frankl, dans les pires conditions qu'on puisse imaginer sur cette planète, camp de concentration, découvre une liberté intérieure que rien ni personne ne peut lui prendre. Et dans son livre, il n'y a pas un mot de haine. Cet homme-là vient de sortir de 3 ans de camp de concentration, mais ce dont il nous parle, c'est de cette liberté intérieure et de comment on peut la conquérir. Et ensuite, il a passé le restant de sa vie à enseigner aux gens comment transformer le sens qu'ils donnaient à leur vie, y compris des vies avec des choses terribles, traumatisantes, difficiles, etc. Il enseignait cette liberté-là. Pour moi, le livre de Frankl, il devrait être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez, on a mis des bâtiments, des monuments. En Suisse, la région du Lavaux et d'autres coins sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Mais il y a des livres, pour moi, qui devraient être inscrits au patrimoine de l'UNESCO, parce qu'un livre comme ça, c'est une ode à la liberté de l'esprit humain. Et que ce n'est pas normal qu'un livre comme ça, un jour, ne soit plus réédité, réimprimé, qu'on ait du mal à le trouver. Ça doit rester comme une contribution à l'éveil de conscience et à l'éveil de l'humanité, un livre comme ça. Et bien, Frankl, déjà aussi, pointait vers ça. Et c'est là où moi je suis quand même plein d'espoir, c'est qu'entre Frankl, Ruiz, Krishnamurti, Byron Katie, tous ceux que je vous ai cités ce soir, chacun avec un outil différent, chacun avec un angle différent, en partant d'une approche légèrement différente, ils sont tous en train d'essayer de nous sensibiliser à dire, voilà, il faut qu'on sorte de cette couche-là de brouillard, il faut qu'on sorte de ce cocon-là, il faut qu'on se réancre dans le corps, dans l'environnement, dans la planète, dans l'écologie, dans la Terre. Et il faut qu'on déploie de nouveau
nos branches pour aller puiser la lumière du soleil, puiser cette énergie première qui nous vient de là-haut. D'ailleurs, j'aimerais vous dire quelque chose à propos de ce feu là-haut. On a dit que l'esprit, c'était le feu. Ah, il y en a qui suivent, hein. Alors le feu, c'est comme les pubs pour lessive ou pour dentifrice. C'est 3 en 1. Le feu, c'est de la lumière. On est d'accord, ça éclaire le feu. Une bougie, une flamme, même juste une allumette, ça éclaire. Deuxièmement, le feu, c'est de la chaleur. Ça ne fait pas qu'éclairer, ça chauffe aussi. Et troisièmement, le feu, c'est du mouvement. C'est pas statique, un feu, ça bouge, les flammes, ça danse. Sans compter les feux, comme on voit en Californie en ce moment, qui se déplacent. C'est 3 choses, le feu. C'est lumière, chaleur, mouvement. Bien, l'esprit en nous, il a ces 3 composantes aussi. La lumière, c'est la sagesse. Quand on se relie à ce plan spirituel qui nous anime, on peut en faire petit à petit descendre en nous la sagesse. La chaleur, c'est l'amour. Qu'est-ce qui nous réchauffe le cœur? Quand est-ce qu'on dit, comme dirait Brel, vous êtes très chaleureuse, hein? On dit ça à des gens qui ont beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Et puis c'est du mouvement. Le mouvement, c'est la force, c'est la vie, c'est ce qui nous anime. Là maintenant, si vous revenez à mon schéma d'ici, vous vous rendez compte que l'esprit, quand je commence vraiment à le faire descendre, eh bien, il va apporter... Bon, on n'y voit plus rien là-dessus, il faut que je dessine autre chose. Là, on ne va quand même pas pousser à ce point-là. L'esprit ici, il va amener l'amour dans le cœur, il va amener la sagesse dans le mental, et il va amener la force vitale, on pourrait dire la force de vie, l'énergie dans le corps. Où est-ce qu'on va puiser la ressource pour penser, la ressource pour aimer, la ressource pour agir, si ce n'est là-haut? Tout notre corps est un capteur. Avec mon mental, je capte la lumière. Vous voulez une preuve? Je réfléchis. Je réfléchis. Eh oui, c'est intéressant quand même, on dit réfléchir. Le mental, il est fait pour réfléchir. La vraie lumière, la vraie sagesse, la vraie intelligence, la vraie compréhension. Au lieu de faire ces petits calculs à 2 balles, ces petites suppositions, ces petits bidouillages qui ne sont pas très très intéressants. Les grands sages de l'humanité, c'est des gens qui étaient connectés sur un plan de sagesse, d'intelligence pure là-haut, de même que les grands génies dans les sciences, etc. Et mon cœur, là, il est fait pour capter l'amour qui vient de là-haut, l'amour divin, l'amour cosmique. Au lieu de barboter dans « je t'aime pas, je te déteste, je suis en colère », toute la sentimentalité, l'émotionnalité d'un cœur habituel, lorsqu'il est traversé par ça, ça donne des gens comme Amma, ça donne des gens comme Sainte Thérèse d'Avila, ça donne tous ces saints, tous ces êtres qui ont donné une image de ce que c'est que quelqu'un qui est lié à cette source première de chaleur, d'amour. Et là, on passe à une autre dimension quand même, n'est-ce pas? Et puis quand cette source spirituelle, elle descend jusque dans mon corps, ça donne une capacité d'action, une force, une pêche, une énergie considérable pour réaliser, pour entreprendre, au lieu d'être tout le temps fatigué, j'ai pas la pêche, je suis mouche. Non, vous avez des gens qui sont des piles atomiques. Moi, j'ai croisé dans ma vie, j'ai eu la chance de croiser
2 ou 3 êtres qu'on pourrait dire éveillés ou réalisés. Voilà. Et ce qui m'a toujours interpellé, ce n'est pas seulement ce qu'ils racontaient, c'est ce qu'ils dégageaient. C'est comment le fait qu'ils rentrent dans une pièce comme ça, et d'un coup, vous avez tout le monde qui est sur une fréquence différente. Même les minéraux, les animaux, les plantes, vous avez l'impression que tout vibre à un échelon plus fort. Simplement en étant en leur présence, vous sentez quelque chose, vous dites « Ah tiens, là, il y a du courant qui passe, hein. Il y a du jus. Voilà. » Mais ce que font ces gens-là, on est tous capables de le faire. Ce que fait Jean de Dieu, ce guérisseur brésilien, entre les mains duquel sont passées 8 millions de personnes depuis 45 ans. Vous connaissez des naturopathes, des médecins, des ostéos qui ont eu 8 millions de patients? Ama, 33 millions de personnes, elle a pris dans les bras. Où est-ce qu'ils vont puiser l'énergie de faire ce qu'ils font, ces gens-là? Si vous lisez leurs œuvres, ils vous disent, mais ce qu'on fait nous, chaque être humain peut le faire. Simplement, il faut se brancher là-haut. Alors nous, on est rigolo parce que regardez, on a tous des smartphones, des GPS, des ordinateurs, des portables, on est branché sur Wi-Fi, Bluetooth, Internet, radio, télé, etc. Alors là, on est hyper connecté, tout le temps. Mais nous, on est comme un ordinateur qu'on aurait débranché d'Internet. On fonctionne avec notre petit disque dur, avec notre petite mémoire vive. Bon, c'est sympa, c'est joli, c'est mignon, ça nous rappelle il y a 20 ans quand sont sortis les premiers Mac et les premiers PC. Enfin, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais ne pas se brancher là-haut, c'est comme ne pas cesser complètement d'aller sur Internet, c'est se priver de Google, de Mythique, de tout. Je dis aux gens, vous allez sur Mythique, c'est chouette, mais pourquoi vous n'allez pas sur Mythique Cosmique? Branchez-vous sur Mythique Cosmique, dites, j'aimerais rencontrer l'homme ou la femme qui est la meilleure, la plus adaptée pour moi. Moi, je ne la connais pas, je ne sais pas si elle doit être grande, brune, blonde, comme ci, comme ça, mais vous le savez, débrouillez-vous pour qu'on se rencontre. Je vais même vous faire une confidence, je n'avais jamais raconté ça, mais tant qu'on y est. Il y a 10 ans, je me retrouve seul après un divorce. Puis comme j'habite une toute petite ville, je me dis, oh là là, les chances que je rencontre quelqu'un localement, elles sont nulles et non avenues. Quand vous vivez dans un bled de 4000 habitants, vous connaissez tout le monde. Donc, oubliant un peu ce que je suis en train de vous raconter là, je me dis, il faut vivre avec son temps, alors je m'inscris sur Mythique. Et là, je fais un carton auprès des Africaines et des Russes. Parce que j'avais oublié de préciser si je voulais une blonde, une brune, si je voulais qu'elle ait un salaire de temps. Ou si... Moi, je m'étais dit, après tout, j'en sais rien. Donc, je laisse tout ouvert, simplement en laissant tout ouvert des Africaines, des Russes. Bon. Alors, je me suis dit, on va quand même rentrer quelques critères. Bon, je suis végétarien. Allez, on marque végétarienne. Je ne fume pas. Allez, une non-fumeuse. Je suis plutôt grand, on va éviter quelqu'un de trop petit. Et je rentre comme ça une dizaine de critères. Bon. Et le gag, c'est que je vais tomber sur 3 institutrices. Allez savoir pourquoi. Des contacts sympas, mais absolument rien. On ne s'est même pas rencontrés en vrai, on a juste échangé comme ça. Et parallèlement, je continue quand même d'envoyer mes demandes dans le Google Cosmique. Et le gag, c'est que je rencontre quelqu'un dans ma ville, dans ma microscopique ville, et elle a tout faux par rapport à tous les critères que j'ai rentrés sur code. Elle fume, elle mange de la viande, elle est petite, mais c'en était vraiment hilarant. Voyez ? Et c'est là où je dis, c'est bien ces outils, je ne suis pas contre. Mais je pense qu'on oublie simplement une chose, c'est que des dizaines de milliers d'années avant que nos scientifiques inventent Internet, la radio, la télévision et tous les gadgets qu'on a aujourd'hui, la vie savait faire ça. Nous sommes construits comme ça. Nous captons la vie. Et à la seconde où nous arrêtons de la capter, il n'y a plus qu'un cadavre. Pourtant, il y a toutes les cellules, tous les atomes, tous les organes, tout, mais il n'y a plus qu'un cadavre. Nous captons la lumière, l'intelligence, la compréhension. Si on ne la capte plus, on devient siphonné, cinglé, on perd la mémoire, on perd tout. Voilà. On nous dit que la mémoire se trouve dans le cerveau. Mais franchement, c'est comme dire France 2 est dans ce circuit-là sur ma télévision. Ben non, France 2 est à Paris. Voilà. Il y a un moment où il va quand même falloir à nos scientifiques comprendre que ce que nous sommes là, cet organisme absolument fabuleux qu'est un corps humain, est un récepteur. Vous montrez une télévision à un enfant, tout petit, ou à quelqu'un qui a toujours vécu chez les Kogi, là, ou
en pleine nature qui ne connaît rien à la technologie. C'est quoi un téléviseur? C'est un appareil qui projette des images et qui projette du son, n'est-ce pas? Il faut avoir étudié un tout petit peu, ou il faut être né à mon époque et se rappeler qu'on appelait ça un récepteur de télévision, n'est-ce pas? Pour savoir qu'une télévision, c'est d'abord un appareil qui reçoit des ondes invisibles et inaudibles et qui les transforme en images visibles et en sons, musique et tout ce que vous voulez audibles. N'est-ce pas? Je ne vous apprends rien, tout le monde sait ça. Mais l'être humain, c'est pareil. Mais ça, on ne le sait pas. Ce n'est pas mon cœur qui distille de l'amour comme d'autres organes distillent de la salive, de la bile ou autre chose. Ce n'est pas mon cerveau qui crée, qui pond de l'intelligence comme... voilà. On est des capteurs. La station émettrice, c'est la dimension spirituelle. C'est de là que vient l'influx. Et notre job, c'est de nous connecter à ça. Notre job, c'est d'enlever cette couche d'histoire, cette couche de supposition, cette couche de trucs qu'on se raconte, qui fait que ça ne capte pas bien. J'ai pas de réseau là, je ne capte pas mon esprit. Il faut trouver là où il y a du réseau. Il faut se brancher là-dessus. Donc c'est pour ça, si je reviens à ce que je vous disais au début, guérir le cœur et libérer le mental, pour qu'enfin l'esprit se reflète, mais se reflète en plénitude en bas, dans le corps, dans ma vie, dans mes actions, dans mes pensées, dans ma capacité d'aimer. Alors on ne va peut-être pas y arriver du jour au lendemain, moi j'y suis pas, je vous rassure, mais j'y travaille. Voilà. Et puis j'imagine, alors j'ai écrit un livre qui est sorti il y a 3 semaines qui s'appelle « Lettre à ma prochaine incarnation ». Voilà. C'est une manière pour moi de me dire, de me projeter déjà dans la suite et de me dire, là j'ai envie de semer les graines que je récolterai plus tard. J'ai envie d'avancer un bout sur ce chemin que peut-être mon âme a déjà commencé auparavant. Et vous voyez, dans ce schéma ici, je n'ose pas vous remettre le dessin d'avant, je vous avais dit qu'ici c'était la couche des histoires. Ça, c'est les petites histoires qu'on se raconte. Mais il manque encore une chose dans mon schéma. Ça ici, cet axe-là, c'est la grande histoire. C'est celle qu'on a oubliée, c'est celle qu'on a perdue. C'est quoi la grande histoire? La grande histoire, c'est l'histoire de l'incarnation. La grande histoire, c'est celle qui fait passer du gland au chêne. C'est celle qui fait passer de l'homme de Néandertal au Christ ou à Bouddha, à l'être pleinement réalisé. La grande histoire, c'est ce chemin que nous suivons à la fois individuellement et collectivement. L'humanité n'a cessé d'évoluer depuis des milliers et des milliers d'années. Et individuellement, nous refaisons à chaque nouvelle vie, alors dans le ventre de la mer, on passe par tous les stades animaux, etc. avant, puis ensuite, on va essayer de faire un petit bout de chemin de plus. Alors cette grande histoire-là, chacun d'entre nous va la vivre d'une manière unique. Chacun d'entre nous on n'est peut-être pas forcément exactement au même point, puis surtout va la vivre dans un métier, en étant homme, en étant femme, en étant dans ce pays ou en étant ailleurs, mais fondamentalement derrière, l'âme humaine qui nous habite, l'esprit humain qui nous habite, il est en train de faire ce chemin d'incarnation. Comment est-ce qu'on fait pour faire descendre le divin en nous, individuellement? Comment est-ce qu'on fait pour que cette planète, un jour, cette planète Terre, cette si belle planète dont Thomas Pesquet nous parlait hier soir, vue de l'espace, comment est-ce qu'on fait pour qu'un jour ça soit un paradis, pour qu'un jour ça soit un endroit où il fasse bon vivre, où ça soit harmonieux, où ça soit équilibré? Comment est-ce qu'on fait descendre individuellement et collectivement ces ressources d'amour, d'intelligence, de force, de vie qui sont à notre disposition? C'est ça la grande histoire. Cette grande histoire qui nous est racontée de diverses manières dans la plupart des grandes traditions spirituelles ou religieuses, qui a été malheureusement plus ou moins mal compris, déformée, mais au fond, c'est ça. Je vais vous dire un truc. On a oublié que dans le christianisme, la réincarnation était présente durant les 3 premiers siècles. Pourtant, vous lisez à un endroit, Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Puis certains lui répondent, « Oh, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Élisée, et ci et ça. » Ça, on ne vous le commande jamais à l'Église. Pourquoi est-ce qu'il va demander qui il était? Qu'est-ce que ça veut dire que cette réponse? Mais c'est une autre phrase qui m'interpelle encore plus. Quand Jésus dit à ses disciples « Soyez parfaits
comme le Père Céleste est parfait. Non mais franchement, si Jésus est qui il est, vous croyez qu'il ne se rend pas compte qu'il a devant des gens qui ne seront jamais parfaits en une vie, dans 10 ans? J'entends, non, raisonnablement, il leur dirait, écoutez, faites de votre mieux, hein, puis ça ira comme ça. Non, il leur dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cette phrase, si on n'imagine pas qu'on vient et qu'on revient et qu'on avance et qu'on grandit et qu'on se perfectionne jusqu'à ce qu'à un moment on incarne cette divinité, cette dimension bouddhique, cette dimension christique, elle n'a aucun sens cette phrase. Donc je pense qu'à un moment, il faut retrouver cette grande histoire. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que là aussi, vous avez des tas d'auteurs qui nous en parlent. Moi, il y a un livre que j'ai eu la chance de traduire qui s'appelle « L'Odyssée de l'univers », publié chez Très Daniel, de Brian Swimme, S-W-I-2-M-E, et Mary-Evelyn Tucker, L'Odyssée de l'univers. Ces deux auteurs ont réussi un exploit hallucinant. Le livre original en anglais fait 120 pages. 120 pages. En général, les livres américains, c'est plutôt 250, 300, 400 pages. En 120 pages, il vous raconte 14 milliards d'années du cosmos. Et il vous le raconte avec poésie. Et il vous le raconte avec sens. Et on ne peut pas faire autrement quand on a lu ce livre que d'être émerveillé. Et de se dire, waouh, mais c'est incroyable cette aventure qui a fait naître la lumière, qui a fait naître les galaxies, qui a fait naître le système solaire, puis la Terre, puis jusqu'à nous aujourd'hui. Ça suscite l'émerveillement. Voilà. Ça, c'est une histoire qui, tout d'un coup, nous montre dans quelle histoire, notre histoire à nous, elle prend place. Et puis il y en a une autre que j'adore aussi, que je vous recommande vivement, qui est d'un auteur qui est considéré comme l'Einstein de la conscience aux États-Unis, qui s'appelle Ken Wilber. J'utilise rarement le terme de génie, mais je pense qu'on peut l'attribuer sans hésitation à Ken Wilber. Je n'ai jamais vu un esprit aussi brillant, aussi encyclopédique que le sien, et avec une telle capacité de vulgarisation, avec l'humour en prime. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Une brève histoire de tout ». Une brève histoire de tout, qui est en réalité un résumé d'un livre que nous sommes en train d'essayer de publier en français avec un ami à Paris, qui est son livre majeur, sorti il y a 20 ans aux États-Unis, mais malheureusement toujours non disponible en français, qui s'appelle « Sex, Ecology, Spirituality ». Donc, une brève histoire de tout est une sorte de condensé de ce livre de 850 pages absolument magistral qu'il a écrit. Et là, tout d'un coup, vous voyez se dérouler notre aventure, et qui inclut tout, qui inclut l'Orient et l'Occident, le passé, maintenant, enfin, avec une espèce de cohérence d'ensemble qui est absolument époustouflante. Voilà. Et il y en a d'autres, d'auteurs aujourd'hui qui sont en train de nous restituer, en s'appuyant aussi sur la science, pas que sur les mythes et les religions que beaucoup d'entre nous ne peuvent plus entendre ou comprendre parce que ça nous paraît infantile. Et là, tout d'un coup, on retrouve une grande histoire. Quand j'ai fait lire Brian Swimme à mon aîné, il avait 16 ans à l'époque, le livre n'était même pas publié, c'était juste un manuscrit en feuille A4. Puis comme c'est très court, 120 pages en anglais, quand je le retrouve le lendemain matin au petit-déj, je lui dis, alors, tu l'as lu? Et puis il me dit, écoute, j'en ai lu à peu près la moitié. Je dis, et alors? Puis là, il me dit, il a un moment d'arrêt, puis il me dit, ah ben forcément, on ne peut pas retourner au lycée et vivre sa petite vie comme avant. Parce que tout d'un coup, il y a une dimension historique, il y a un sens, il y a quelque chose qu'on ne peut plus jamais oublier, où tout d'un coup, on se dit, voilà, ma vie, elle a un sens. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question ce soir, combien d'entre nous se réveillent le matin en se disant « mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je bosse ? Pourquoi je me tue à gagner ma vie, à payer mes factures ? Alors voilà, je grandis, je m'achète une maison, ou peut-être même jamais, puis ensuite je fais des gosses, puis un jour je suis mort, puis c'est tout. » On vit dans une époque où, malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avons plus de sens. Notre vie n'a pas de sens. Alors tant que ça va, tant qu'on a de quoi manger, de payer ses factures et tout, ça va. Mais le jour où on vit un deuil, le jour où on commence à être vraiment dans des galères, tout d'un coup, ça devient insupportable. On a besoin de retrouver du sens.
Et on a besoin de retrouver ce sens d'une manière qui soit conforme à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des êtres qui pensent, qui ne sont pas seulement dans la croyance comme on l'était il y a quelques siècles en arrière. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, on a besoin d'utiliser toutes nos facultés pour donner du sens à notre vie individuelle, à notre aventure collective aujourd'hui sur cette planète, et même à une échelle encore plus vaste que ça. Et j'espère qu'avec ce qu'on a un petit peu esquissé, c'était un peu ambitieux de vous raconter tout ça en une soirée, hein, j'espère que vous tenez le choc, mais mon envie c'était de vous montrer que voilà, le sens est inscrit dans nos vies. Il est inscrit dans cette aventure qu'on vit depuis des milliers d'années, et qu'on peut s'y relier, on peut s'y connecter, et que se connecter à la source là-haut, c'est aussi facile que de se connecter sur Internet. Que ce soit par la prière, par la méditation, que ce soit par le danse ou le chant, que ce soit même par le sport ou par plein d'autres choses, il y a 1001 façons de se connecter. Dans mon dernier livre, Lettre à ma prochaine incarnation, j'en ai consacré une à l'inspiration. Voilà. Inspiration, c'est un tellement joli mot. Hein, être inspiré. Inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire rentrer in spiritus, faire rentrer le souffle, l'esprit en soi. Donc l'inspiration, ça peut être respirer, mais ça peut être faire littéralement descendre en moi plus de vie, plus d'amour, plus d'intelligence, plus de compréhension. Et on vit une époque incroyable où il n'y a jamais eu autant de moyens de faire ça. Vous vous rendez compte que la première librairie au coin de la rue, elle vous donne toutes les clés du bouddhisme, de l'hindouisme, du soufisme, du christianisme, du chamanisme, etc. Il y a tout, tous les outils sont là, chacun va pouvoir trouver avec quoi il vibre pour se reconnecter et pour petit à petit vivre cette grande histoire, sortir de ces petites histoires, de ces petits cauchemars, de cet enfermement, et commencer petit à petit à se dire, tiens, là, je commence à avoir une qualité de vie, je commence à avoir une qualité de relation, je commence même à avoir une santé, quelque chose qui est complètement passé à autre chose. Alors, il me reste du chemin, c'est clair, mais si je prends déjà du temps pour regarder celui que j'ai fait, ben, c'est encourageant, c'est motivant, et puis on continue. Et puis si une vie ne suffit pas, ben, on reviendra. Hein? Alors je terminerai avec un mot sur le pardon. Pourquoi? Parce que le pardon ne faisait pas partie de mon plan de carrière. On m'aurait dit il y a 20 ans que je me retrouvais à faire ce que je fais depuis 10 ans, c'est-à-dire à propager cet outil que j'ai appelé le don du pardon un peu partout, plus d'une quinzaine de pays à ce jour. J'en aurais pas cru un mot. Surtout si on m'avait dit, puis en plus tu verras, les gens peuvent avoir des émotions assez fortes. Alors j'aurais dit non, surtout pas ça. Non. Moi j'étais vraiment loin de tout ça. Mais la vie m'a poussé là-dedans. Don Miguel Ruiz m'a fait ce cadeau de cette expérience il y a 20 ans qui a changé ma vie. J'ai mis 10 ans à le raconter dans un livre. Puis à partir de là, tout s'est passé. Et pourquoi ce travail me semble tellement important? Pourquoi il me tient tellement à cœur? Mais tout simplement parce que de tout ce que j'ai testé depuis 40 ans, je n'ai encore rien vu de plus efficace pour venir enlever le brouillard ici. Pour venir dissoudre, pour venir guérir le cœur, pour venir libérer cette charge de haine, de ressentiment, de chagrin, de colère, de non-dit, de trucs qui font qu'on est plombé. Alors on voudrait bien faire de la pensée positive, on voudrait bien faire ci, faire ça, mais on est constamment rattrapé par les mêmes choses. Et je ne suis pas en train de vous faire de la pub pour ma cam, hein, parce que moi, ce n'est pas mon outil à moi que je vous propose seulement. On a organisé avec mon épouse au Val de Consolation pendant 4 ans les journées du pardon. Et on avait chaque année une vingtaine d'intervenants avec chacun une méthode différente. Ho'oponopono, le pardon radical, les 9 étapes du pardon et d'autres. L'idée, c'était de dire, aujourd'hui, l'humanité a le cœur malade. Parce qu'elle a le cœur malade, on se déchire, on se raconte des histoires, on se fait du mal les uns aux autres. Il faut œuvrer à cette guérison du cœur qui est pour moi le chantier du XXIe siècle. Voilà. Au XXe siècle, on a fait des progrès extraordinaires dans la médecine et même si on est contre les vaccins, les antibiotiques, tout ce qu'on veut, il faut quand même reconnaître que quand on se blesse, aujourd'hui la médecine chirurgicale fait absolument des merveilles. Le grand chantier du XXIe siècle, c'est de faire les mêmes progrès et même beaucoup plus au niveau de la guérison du cœur. Qu'on ne puisse pas passer 10 ans, 20 ans, 30 ans de sa vie avec des plaies jamais cicatrisées là, qui n'arrêtent pas de se rouvrir, qui n'arrêtent pas de saigner, qui n'arrêtent pas de faire mal.
Et j'anime régulièrement une conférence, je vais le faire d'ailleurs avec En Développement, qui s'appelle La guérison des blessures du cœur, la voie royale du pardon. Le terme royal n'est pas usurpé, croyez-moi. C'est vraiment la manière la plus simple, paradoxalement, et la plus profondément transformatrice de venir apporter cette guérison, de venir commencer à faire une brèche dans ce brouillard et commencer à laisser un peu plus de lumière descendre. Voilà. Vraiment, moi, c'est ce qui m'anime, ce qui me touche, c'est de recevoir toutes les semaines des messages, des emails de gens qui me disent j'ai été faire un cercle de pardon dans telle ville avec telle personne, ou alors j'ai juste vu une vidéo, ou j'ai lu un livre, et voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà ce qui a bougé, voilà ce qui a changé. Donc je pense que tous les outils qui participent à cette guérison du cœur sont les bienvenus. On ne va pas faire comme ça s'est fait dans les médecines, l'homéopathie contre la phyto, contre l'aroma, contre l'allopathie, contre ci, contre ça, chacun se fait des petites guéguerres de médecine naturelle. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on travaille ensemble. Il y a de nombreux outils aujourd'hui, chacun détient un bout de la vérité, détient un élément, on aura des affinités plus avec telle méthode, plus avec telle autre, mais je pense que si on arrive à travailler ensemble avec ces outils-là, on va pouvoir cheminer vers cette guérison du cœur, on va commencer à ouvrir cette couche de nuages, et puis avec un peu de chance, petit à petit le soleil va descendre. Après, si on a envie de greffer dessus telle tradition parce qu'on est en accord, moi quand j'ai retrouvé ma connexion spirituelle, c'était facile, c'était évident pour moi d'y mettre un habillage chrétien. J'aurais pu y mettre un habillage bouddhiste ou hindouiste, mais il y a des choses qui sont tellement inscrites en moi que c'était plus facile. D'autres, ça sera chamanique, d'autres, ça sera soufi, peu importe. Ce qui importe, c'est le fond, c'est d'être connecté au soleil, c'est d'être connecté à la lumière, c'est d'être connecté à l'esprit. Après, on peut choisir l'habillage avec lequel on est le mieux pour le vivre dans son quotidien. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment de votre attention. Je ne disparais pas dans l'espace. Je vais m'asseoir à la table là-bas pour dédicacer des livres si vous en voulez. Si vous voulez aller plus loin, je ne sais pas, je crois qu'il y avait tous les liens sur la page d'inscription à cette conférence ce soir. Mais pour les cercles de pardon, si vous voulez vivre un jour cette expérience, vous tapez cercledepardon.fr et vous avez la liste de tous les cercles existants et leur agenda partagé. Si vous voulez vivre un jour un peu plus loin qu'un cercle, au lieu de 2 heures, 2 jours, un atelier don du pardon, c'est le site dondupardon.fr tout simplement. Il y a 8 personnes aujourd'hui qui animent cet atelier en France, Suisse, Belgique, ailleurs. Et puis, si vous avez envie de recevoir une petite métaphore, une petite pensée inspirante par semaine dans votre boîte mail, vous avez le site grainesdesens.com où vous pouvez vous inscrire et vous recevrez pendant 1 an, chaque semaine, donc 52 petites métaphores, petites pensées inspirantes. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre attention. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur dans vos vies. Voilà.